Après le générique, deux corps enlacés, d'abord sous les cendres, puis sous la sueur, établissent un écho. Même endroit, mais pas même temps. Avançons de quelques minutes dans le film. Archives, images contemporaines et reconstitutions apparaissent dans l'introduction du film. Celles contemporaines se placent comme repères. Elles induisent vers le passé. Un procédé similaire que l'on avait déjà vu en 1955 dans Nuit et brouillard de Resnais, parlant des camps de la mort. La fracture y est plus parlante due à l'utilisation de la couleur. Ces deux films n'ont pas une valeur commémorative, mais sont tournés vers le présent. Le crématoire est hors d'usage. Il s'agit du commentaire de Jean Quérol, qui accompagne le dernier plan de Nuit et brouillard, un long travelling arrière des ruines d'une chambre à gaz. Nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin. Il résonne de manière analogue au visionnage d'Hiroshima mon amour. Ici, le drame est devenu une attraction touristique. On s'en éloigne comme s'il s'agissait d'un passé révolu, alors que le film nous montre tout autre chose. À présent, revenons plutôt dans l'introduction. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien. Tu n'as rien vu à Hiroshima. N'y a-t-il plus rien à y voir? Comment pourrait-on voir Hiroshima, se le représenter? Bien, maintenant les principaux axes d'analyse posés, et vous peut-être un peu égarés, clarifions. Hiroshima mon amour est un film d'Alain Resnais, sorti en 1959 et scénarisé par Marguerite Duras. C'est l'histoire d'un amour écourté entre une actrice française, venue à Hiroshima pour tourner un film sur la paix, et un japonais y résidant. Elle, ancienne tondue de la libération de Nevers d'août 1944, et lui, dont les parents se trouvèrent à Hiroshima au largage de la bombe, vivent leurs dernières heures d'amour à se remémorer. Le film nous montre plusieurs époques et lieux. Le présent, à Hiroshima, les premières heures et jours suivant le largage de la bombe, toujours à Hiroshima, l'occupation allemande de Nevers, ainsi que sa libération et l'après-guerre immédiat. Le film peut se segmenter en deux parties. La première, plus documentaire, introduisant la fiction, et la seconde, narrant l'histoire de nos deux protagonistes, de leur amour et de leur malheur cathartique. Le récit aborde ces différentes époques sous une seule temporalité, le présent. C'est par flashback que ces époques viennent se mêler à la narration, via les fulgurances et souvenirs de l'héroïne. Ainsi, commence la partie documentaire du film déjà débutée depuis peu. La voix féminine, celle de l'héroïne, énumère ce qu'elle a vu. D'abord l'hôpital, comme les séquelles de la catastrophe, puis de la même manière, elle évoquera le musée, ses reconstitutions, maquettes, photos et vestiges. Donc, même processus d'image présente comme écho à celle passée. Nous voyons à la fois l'hôpital d'Hiroshima comme la démonstration de la continuité de l'événement en question, et de la même manière, le sol souillé à jamais dans Nuit et brouillard, comme les stigmates de l'Holocauste. Cette temporalité unique permet la lecture de la catastrophe d'Hiroshima au présent, non ternie par une représentation passée. L'événement sort de son ancrage pour retrouver sa continuité présente. Ainsi, la représentation, c'est ce qu'évite le film en un sens. Hiroshima, pour beaucoup, c'est le 6 août 1945, mais c'est aussi l'image du champignon atomique. Toutefois, Resnais fait le choix de ne pas montrer cette image, pourtant initialement présente dans le scénario de Marguerite Duras, pour éviter, selon lui, de dénaturer l'événement en l'associant à une représentation collective déjà existante. Ce que résume Duras dans le synopsis du scénario. Et c'est là un des dessins majeurs du film. En finir avec la description de l'horreur par l'horreur, car cela a été fait par les Japonais eux-mêmes. Notons aussi, Hiroshima mon amour fut d'abord pressenti pour être un documentaire sur la catastrophe et ses répercussions actuelles. On trouve dans le film ce passage où un cortège et ses diverses pancartes nous transmettent des informations présentes et chiffrées qui témoignent de la perception actuelle de l'arme atomique. D'autant plus qu'avec le temps, Hiroshima est devenue symboliquement la ville de la paix et de la lutte pour le désarmement nucléaire. Cette rigueur chiffrée accompagne aussi la narration du début sous couvert du style littéraire de Marguerite Duras. Dès le deuxième jour, des espèces animales précises ont ressurgi des profondeurs de la Terre. Ces pancartes informatives affirment bien la volonté de Resnais d'orienter son film vers le présent et place Hiroshima comme témoin de sa continuité dans le monde.
Une continuité dans le sens où après Hiroshima, c'est une nouvelle perception de la destruction que le monde connut. Les reconstitutions ont été faites le plus sérieusement possible. Les films ont été faits le plus sérieusement possible. L'illusion, c'est bien simple, est tellement parfaite que les touristes pleurent. On peut toujours se moquer, mais que peut faire d'autre un touriste que justement pleurer ? J'ai toujours pleuré sur le sort de Hiroshima. Toujours. J'ai vu les actualités. Le deuxième jour, dit l'histoire, je ne l'ai pas inventé. Dès le deuxième jour, des espèces animales précises ont ressurgi des profondeurs de la terre et des cendres. Des chiens ont été photographiés, pour toujours. Je les ai vus. J'ai vu les actualités. Je les ai vus. Du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour. Du 15e jour aussi. Hiroshima se recouvrit de fleurs. Ce n'était partout que bleuets et glaïeuls, et volubis et belles d'un jour, qui renaissaient des cendres avec une extraordinaire vigueur, jusque-là inconnue chez les fleurs. Apparaît ainsi la distinction entre l'histoire lue et vue et celle vécue. Ici, l'héroïne parle des actualités, celles qui ont apporté une représentation d'une catastrophe de l'Orient à l'Occident. Tu n'as rien vu à Hiroshima prend sens. Comment avoir vu Hiroshima, la véritable horreur d'Hiroshima, via une représentation médiatique. Voici ce que semble nous dire « Tu n'as rien vu à Hiroshima ». Tu ne peux te représenter ce qu'a vécu Hiroshima, tu n'en as pas les moyens, et cela n'est plus possible. De la même manière que tout à l'heure, quand l'héroïne évoquait les séquelles de l'événement, « Tu n'as rien vu à Hiroshima » dit « Comment peux-tu avoir vu Hiroshima alors que tu n'en vois que le prolongement ?» Elle lui dit qu'elle a tout vu à Hiroshima. On voit ce qu'elle a vu. C'est horrible. Cependant que sa voix à lui, négatrice, taxera les images de mensongères et qu'il répétera, impersonnel, insupportable, qu'elle n'a rien vu à Hiroshima. Leur premier propos sera donc allégorique. Ce sera en somme un propos d'opéra. Impossible de parler de Hiroshima. Tout ce qu'on peut faire, c'est de parler de l'impossibilité de parler de Hiroshima. La connaissance de Hiroshima étant a priori posée comme un leurre exemplaire de l'esprit. Ce début, ce défilé officiel des horreurs déjà célébrées de Hiroshima, évoqué dans un lit d'hôtel, cette évocation sacrilège et volontaire. On peut parler de Hiroshima partout, même dans un lit d'hôtel, au cours d'amour de rencontres, d'amour adultère. Les deux corps des héros, réellement épris, nous le rappelleront. Ce qui est vraiment sacrilège, si sacrilège il y a, c'est Hiroshima même. Ce n'est pas la peine d'être hypocrite et de déplacer la question. Si peu qu'on lui ait montré du monument Hiroshima, ces misérables vestiges d'un monument de vide, le spectateur devrait sortir de cette évocation nettoyée de bien des préjugés et prêt à tout accepter de ce qu'on va lui dire de nos deux héros. Je n'ai rien inventé. Rien. De même que dans l'amour, cette illusion existe, cette illusion de ne pouvoir jamais oublier, de même j'ai eu l'illusion devant Hiroshima que jamais je n'oublierai. De même que dans l'amour. Écoute-moi. Comme toi, je connais l'oubli. Comme toi, je suis douée de mémoire. Je connais l'oubli. Comme toi, moi aussi, j'ai essayé de lutter de toutes mes forces contre l'oubli. Comme toi, j'ai oublié. Comme toi, j'ai désiré avoir une inconsolable mémoire, une mémoire d'ombre et de pierre. J'ai lutté pour mon compte, de toutes mes forces, chaque jour, contre l'horreur de ne plus comprendre du tout le pourquoi de ce souvenir. Comme toi, j'ai oublié. Pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire ? Une fois la première partie du film passée, nous avons en tête des lieux évoqués et montrés, à présent reconnaissables. Apparaît ainsi régulièrement le palais de l'industrie, un des seuls bâtiments étant resté debout après l'explosion et conservé comme tel en mémoire.
Le palais de l'Industrie est autant le symbole d'une mémoire collective, car choisi comme tel, que celui d'une mémoire individuelle. Quelques jours après l'explosion de la bombe, la ville commença sa réorganisation et sa reconstruction. La population survivante fut la même à repeupler la ville directement après. Un bâtiment comme le palais de l'Industrie trouve ainsi facilement écho pour un bon nombre de personnes en 1959. Mais ce que semble nous dire Hiroshima mon amour, c'est que toute mémoire est vaine. Regardons la française, dont la mémoire n'est qu'un amalgame d'expériences subjectives. Ancienne tondue de Nevers, suite à un premier amour avec un soldat allemand, elle avait progressivement oublié cette partie de sa vie jusqu'à sa rencontre avec le japonais. Je te rencontre. Je me souviens de toi. Qui es-tu? Tu me tues? Tu me fais du bien? Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour? Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même? Tu me plais. Quel événement. Quelle lenteur tout à coup, quelle douceur. Je ne peux pas savoir. Tu me tues, tu me fais du bien, tu me tues, tu me fais du bien. J'ai le temps. Je t'en prie. Dévore-moi, déforme-moi jusqu'à la laideur. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi dans cette ville et dans cette nuit pareille aux autres au point de s'y méprendre? Je t'en prie. Je te rencontre. Je me souviens de toi. Qui es-tu? Tu me tues. Tu me fais du bien. Par le tu que prononce la jeune française, Marguerite Duras nous montre ce qu'est pour elle la mémoire, un amalgame. Tu désigne à la fois le soldat allemand et le japonais, deux personnes reliées à la même sensation. Cette réplique du début du film est l'une des toutes premières réminiscences de son premier amour. Elle se souviendra donc de la même manière de Nevers et de son amant mort à la Libération. Par amalgame, cette histoire d'amour impossible lui en rappelle une autre. Tu cries? Au début, non, je ne crie pas. Je t'appelle doucement. Mais je suis mort. Je t'appelle quand même mort. Puis un jour, tout à coup, je crie très forte comme une sourde. C'est alors qu'on me met dans la cave, pour me punir. Tu cries quoi? Ton nom allemand, seulement ton nom. Je n'ai plus qu'une seule mémoire, celle de ton nom. Je promets de ne plus crier, alors on me remonte dans ma chambre. Je n'en peux plus d'avoir envie de toi. Tu as peur? J'ai peur, partout, dans la cave, dans la chambre. De quoi? De ne plus te revoir, jamais. Jamais. À travers ces oublis et ces réminiscences, n'y aurait-il pas le deuil dont la mémoire est indispensable? Se souvenir pour mieux oublier, c'est ce que nous dit Hiroshima mon amour. Pour elle, il s'agit de Nevers dont elle fait le deuil. Par ses résurgences involontaires, elle rejoue son passé, l'exorcisant enfin, maintenant que son souvenir semble restitué. C'est en dépassant le souvenir amer par un souvenir vécu et rejoué dans le présent que l'événement passé s'efface. Le contexte de l'épuration sauvage ne lui permettait pas d'éprouver sa tristesse ouvertement. Elle devait être refoulée, comme toute son histoire, selon la morale d'après-guerre. Alors une fois à Hiroshima, face à une ville qui a été traumatisée, elle s'autorise enfin à méditer dessus, à éprouver pour de bon sa tristesse, dont l'amour aura servi de déclencheur. Nevers que j'avais oublié, je voudrais te revoir ce soir. Je t'ai incendié chaque nuit pendant des mois, tandis que mon corps s'incendiait à son souvenir. Tandis que mon corps s'incendie déjà à ton souvenir. Je voudrais revoir Nevers, la Loire. Peuplier charmant de la Nièvre, je vous donne à l'oubli. Histoire de 4 sous, je te donne à l'oubli. Une nuit loin de toi, et j'attendrai le jour comme une délivrance. Un jour sans ses yeux et elle en meurt. Petite fille de Nevers, petite coureuse de Nevers. Un jour sans ses mains et elle croit au malheur d'aimer. Petite fille de rien, morte d'amour à Nevers. Petite tondue de Nevers, je te donne à l'oubli ce soir. Histoire de 4 sous. Comme pour lui, l'oubli commencera par tes yeux. Pareil. Puis, comme pour lui, l'oubli gagnera ta voix.
pareil. Puis, comme pour lui, il triomphera de toi tout entier. Peu à peu, tu deviendras une chanson. Ce deuil prend ainsi place dans la ville la plus endeuillée, qui pourtant oublie elle aussi. La Française déambule au travers d'une ville nouvelle et moderne, au contraire de l'image que l'on se ferait d'Hiroshima. Car si pendant une bonne partie du film, l'ombre de la catastrophe pesait sur la ville, l'hôpital, le musée et le palais de l'industrie, c'est maintenant une ville nouvelle, personnifiée à l'image du deuil de la Française. Ici, elle est, selon nous, écrasée par cette charge nouvelle dont l'imposante architecture se confond symboliquement avec sa tentative de deuil, l'impression étant provoquée par la contre-plongée et le grand angle. Toute tentative de mémoire paraît vaine. Le film, se présentant comme un continuel dialogue entre présent et passé, s'articule autour de ce fait. Le passé se dérobe, s'édulcore et s'amalgame dans un continuum d'événements qui peuvent paraître plus ou moins lointains les uns des autres. Comme le montre l'utilisation de la longue focale pour filmer une grande partie des flashbacks de la Française à Nevers. Indiquant une distance physique, la caméra étant placée plus loin et témoignant par la même occasion d'un certain éloignement temporel des événements. Alors que le présent, Hiroshima, est plutôt filmé à la courte focale, ainsi plus proche. Alors que ces événements, pourtant séparés par une grande période, peuvent très bien paraître plus proches, le montage les mettant sur le même plan temporel. Les voici, justement, revenus à leur propre histoire. Histoire banale, histoire qui arrive chaque jour, des milliers de fois. Le japonais est marié, il a des enfants. La française l'est aussi, et elle a également 2 enfants. Ils vivent une aventure d'une nuit. Mais où ? À Hiroshima. Cette étreinte, si banale, si quotidienne, a lieu dans la ville du monde où il est le plus difficile à imaginer. Hiroshima. Rien n'est donné à Hiroshima. Un halo particulier y auréole chaque geste, chaque parole d'un sens supplémentaire à leur sens littéral. Et c'est là un des dessins majeurs du film. En finir avec la description de l'horreur par l'horreur, car cela a été fait par les Japonais eux-mêmes, mais faire renaître cette horreur de ses cendres en la faisant s'inscrire en un amour qui sera forcément particulier et émerveillant. Et auquel on croira davantage que s'il s'était produit partout ailleurs dans le monde, dans un endroit que la mort n'a pas conservé. Entre 2 êtres géographiquement, philosophiquement, historiquement, économiquement, racialement, etc. éloignés, le plus qu'il est possible de l'être, Hiroshima sera le terrain commun, le seul au monde peut-être, où les données universelles de l'érotisme, de l'amour et du malheur apparaîtront sous une lumière implacable. Partout ailleurs qu'à Hiroshima, l'artifice est de mise. À Hiroshima, il ne peut pas exister, sous peine encore d'être nié. Préparons-nous à conclure. Duras nous indique que l'idée du film Hiroshima mon amour était avant tout de faire ressurgir l'événement plutôt que de le présenter frontalement. Nous reprenons ce que nous disions sur le palais de l'industrie. Il s'agit d'un monument devenu le symbole de la mémoire de la catastrophe et qui, multipliant ses apparitions dans le film, acquiert la fonction de rappel. De cette même manière, en nous montrant différents lieux et évoquant les malheurs et malheureux d'Hiroshima, la première partie du film pose des repères aux spectateurs, qui par association d'idées fera tout le reste du travail le long du film. Les faits y ont forcément été plus importants pour le spectateur de 1959. Dans l'hôpital, par exemple, il est tacitement acté, sans indication explicite à ce sujet, que les malades s'y trouvant sont ceux que les radiations continuent de tuer, sinon pourquoi avoir vu l'hôpital à Hiroshima ? Un autre exemple, cette fois donné par le montage et le monologue de la Française. On le ressent encore dans l'éclat blanc de la terre, ce qui un temps calcina les corps comme le béton grâce à l'enchaînement de ces 2 plans. Donc dans cette volonté d'éviter toute représentation d'Hiroshima, Alain Resnais et Marguerite Duras ont tenté, si l'on peut dire, non de faire revivre Hiroshima, mais de faire ressentir Hiroshima.